Que oui, mais t'es une femme, tu peux pas faire ça, ouais, tu vas aller te reposer. C'est 13%. Uniquement sont diagnostiqués et pris en charge. Le traitement, c'est une dérivation interne du liquide. On t'opère un anévrisme à 3h du matin, qu'est-ce qui se passe? Samia, bonjour. Bonjour Julien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Je t'ai demandé d'apporter 3 objets. Quels sont-ils et pourquoi? C'était un exercice assez difficile. Je t'avoue, étant une grande éclectique, j'étais plus sur 10 objets que 3. Il a fallu faire une sélection. Et c'est des objets, c'est pas des photos, parce que des photos, il a été impossible de faire une sélection. Et puis je me suis dit, quels 3 objets, si mes amis, si ma famille les voyaient, ils sauraient tout de suite que c'est moi. Donc j'ai choisi 3 objets. Okay. En réalité, il y a un qui est double, et c'est 3 objets. Pas de souci. Le premier, qui est double, c'est mon passeport français et ma carte d'identité libanaise. Étant, voilà, en plus à l'envers, pardon. Donc, mon passeport français et ma carte d'identité libanaise parce que c'est une grande partie intégrante de qui je suis. Ça me définit, le fait d'être binational, d'être né dans un pays, d'avoir grandi et fait mes études au Liban, et puis d'être une vraie Libanaise, dans le sens née, grandie, trilingue, et tout ce que tu veux, et tout ce que ça m'a offert. Et puis mon pays d'adoption, la France, qui m'a adoptée, que je me sens tout autant française que libanaise. Et puis aussi mon passeport, parce que mon amour du voyage fait partie intégrante de qui je suis. Je suis toujours dans un train, dans une voiture, dans un avion. On ne va pas parler de mon empreinte carbone. Mais en même temps, ma famille habite au Liban, donc faut bien que j'aille les voir. Donc tu as beaucoup d'encre, tu adores avoir plein d'encre, le maximum d'encre sur ton passeport. Après, j'utilise beaucoup paraphe. Hein. Ça, c'est le luxe de passer les frontières avec le passeport français et pas le passeport libanais. Donc j'ai moins de tampons, mais le fait de pouvoir prendre l'avion facilement, prendre le train aussi. Je ne suis pas tout le temps dans un avion. Par exemple, en France, mon grand kiff, c'est de faire des road trips. J'adore. Ah, okay. Il y avait... parmi les autres objets, si on devait choisir 10, il y a mon livre de road trip en France. Ah, ok. J'adore ça, prendre la route en France. Il y a des endroits, des régions incroyables. Et donc, c'est un grand kiff d'être sur la route. Ouais, moi, je rêve d'aller voir les cèdres du Liban. D'ailleurs, c'est au mois de... Oui. Bah, tu peux venir en hiver, c'est sympa sous la neige, mais bon, faut apprécier de patauger dans la neige. Ouais. Et après, au printemps, c'est là où c'est le plus beau. Un jour, quand j'y serai, je t'inviterai. Avec plaisir, avec plaisir. Il faudra aller visiter les cèdres, visiter les grandes villes et puis surtout manger des desserts libanais, non? Mon deuxième objet, c'est mon bonnet de bloc. Je pense que ça nous définit un peu. Mon bonnet de bloc, évidemment, avec les petites circonvolutions cérébrales. Je l'ai choisi parce que le fait d'être neurochirurgienne, c'est vraiment une grande part de mon identité. Quand je dis qui je dis que je suis Samia, je suis neurochirurgienne et je suis franco-libanaise. Souvent dans cet ordre-là, d'ailleurs. Et puis, je choisis toujours des bonnets de bloc colorés, parce que aussi la couleur fait partie de qui je suis. Je mets on n'a pas beaucoup de place pour s'exprimer au bloc. Nos tenues c'est standard, tout le monde porte la même chose. J'imagine que c'est pareil dans ton bloc, non? On est très anonymisé, même si de plus en plus on commence à un peu se customiser, mais c'est vrai qu'on est tous on a tous un peu la même tête, etc. C'est ça. Donc le fait d'avoir des petits bonnets sympas, il y a dans certains hôpitaux, ils commencent à broder les noms devant, voire même mettre des badges qu'on peut scratcher. Comme ça, le patient peut voir qui est devant lui. C'est quand même... Oui. Et puis, dans mon hôpital, on a fait un travail un peu de regarder si c'était bien de passer à des bonnets de bloc en tissu dans une démarche écologique, parce qu'on est dans une grande démarche écolo au bloc pour partir dans la grande tendance actuelle du green bloc, mais aussi parce que c'est très important. Et on se rend compte qu'il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a plus d'infections avec les bonnets de bloc tissu, et au contraire, il y a moins de particules dans l'air. Et donc, ça vient, mon petit bonnet de bloc en tissu vient, si tu veux, être un tout, montrer qui je suis en tant que chirurgien, mais aussi le choix de la couleur et le fait que ça soit du tissu lavable et pas ce qu'on jette
tous les jours. Après, certains blocs, malheureusement, ne l'autorisent pas. Je ne comprendrai pas pourquoi. Ouais, Je ne sais pas, toi, tu mets des calottes blocs personnalisées? Je viens d'en acheter un récemment personnalisé. Avant, effectivement, j'utilisais ça. Et puis, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on voit beaucoup de chirurgiens sur Internet, etc., communiquer. Ouais. Donc, on a envie un peu de faire comme les autres, et d'acheter un truc un peu personnalisable. Mais c'est vrai qu'en plus, le patient, il ne reconnaît pas au bloc. Ouais. Il ne reconnaît personne, il ne sait pas qui est qui. Donc, c'est vrai que ça peut... Ça rajoute une petite touche, je trouve. Et moi, mon premier bonnet de bloc personnalisé, c'était un ancien ami qui m'avait ramené, j'étais encore interne, et je trouvais ça incroyable. Je voulais le mettre tous les jours, mais après, c'était pas compatible avec le fait de le laver tous les jours. Mais bon. Il faudrait tourner sur quoi? Sur 3 ou 4 différents... Moi, j'en ai une vingtaine, en fait. Ouais, j'en ai pour Noël, j'en ai pour Pâques. Ah, trop bien. J'aime bien changer selon les saisons. Après, comme tu disais, on est un peu anonyme au bloc, donc un peu à rajouter une touche perso avec le bonnet de bloc et puis aussi le truc sur lequel on accroche le badge. Ah, bien sûr. Là aussi, selon les saisons. Oui. Et puis mon troisième objet, c'est mon livre Seigneur des Anneaux. Je suis une grande, grande fan du Lord of the Rings. Ça, c'est la grande édition pour les 50 ans. années. Et j'ai une vraie passion pour ce livre et pour les films, que j'ai vu des dizaines de fois au cinéma, à la maison. J'ai des tatouages Seigneur des Anneaux. J'adore. Donc, si tu mets ces 3 objets, que tu les montres à n'importe qui de mes amis ou de ma famille, ils sauront sûrement que c'est moi. Donc, voilà pourquoi j'ai choisi ces 3 objets. Super. Alors, combien de pages? Ah ouais. Oui, mais c'est une petite écriture, mais c'est beaucoup, c'est très grand. C'est très grand. Il est super, d'ailleurs, Après, il a un peu vécu, donc... moi, j'adore quand c'est patiné comme ça. Et d'ailleurs, il y a une très belle calligraphie, oui, avec un S. On va essayer de le montrer à l'écran. Un bel S. J'avais oublié. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu vois, il y a un oui, c'est mon nom. Ouais, c'est mon prénom. C'est Mia avec un beau S. Vous pouvez cadrer les collègues. Mettez la... Voilà. Bon, je sais pas si on verra très bien, mais bon, gros, j'adore quand c'est... C'est pas grave, j'écris avec un grand S. C'est mon égo de chirurgien. C'est ça, faut ça. Et je vois qu'il y a un autre livre. Ça c'est pour plus tard. On en reparlera. Vu qu'on va aborder une autre partie de ce que je fais, on reviendra sur le deuxième livre. Donc, Samia, je t'ai invitée parce que j'ai mis tes posts sur les réseaux. Je trouvais que c'était pétillant, etc. Tu es donc neurochirurgienne à la Fondation Rothschild. Oui. Donc, du coup, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu de tes études de médecine, ton internat, et puis voilà, un petit peu ton parcours. Et après, on parlera un petit peu d'hydrocéphalie, de pathologie médicale. Alors, j'ai fait mes études de médecine au Liban. J'ai ensuite fait mon internat, le début de mon internat de neurochir. Et je t'avoue que c'était un combat pour avoir mon poste. Quand j'ai eu mon poste de neurochirurgie, il n'y avait aucune femme neurochirurgienne au Liban. Donc, 0. J'avais pas de rôle modèle et surtout, j'ai voulu un poste qui n'existe pas. Parce que faire neurochirurgie quand tu es femme au Liban, à l'époque, et c'était pas à l'époque du siècle dernier. Hein, je parle en 2011. Donc, j'ai eu droit à pourquoi tu veux faire ça, non, ce n'est pas raisonnable, tu es une femme, tu vas être enceinte, comme si c'était un sujet, tu vas pas pouvoir t'occuper de tes enfants, tu vas pas pouvoir mener une carrière, bref. Et ça, c'était au début de mon externat. J'étais majeure de promo, donc j'avais le choix du poste que je voulais dans ma fac. C'est pas la même organisation qu'en France, au Liban. Donc, c'est chaque fac qui a son concours et nos notes comptent. Donc, comme j'étais majeure de promo, je pouvais choisir. Et le chef de service de neurochir m'a dit t'es trop insistante, mais avant de te fixer, va faire d'autres rotations, voir d'autres spécialités, et tu me revois dans 6 mois. Et donc j'ai passé les 2 dernières années de mes études de médecine. Au Liban, on appelle ça l'internat. Et après l'internat, on l'appelle résidana. Donc ma 6e et ma 7e année, j'ai fait le tour de toutes les autres spécialités, et très honnêtement, rien d'autre ne me plaisait. Je savais que je voulais faire chirurgie et pas médecine. J'aime bien agir, je ne sais pas si c'est mon complexe de Dieu ou je ne sais pas quoi, mais j'aime bien l'action du chirurgien. Tu comprends très bien de quoi je parle. Et parmi les spécialités chirurgicales, l'orthopédie, on a beaucoup nos collègues orthopédistes, mais bon, menuisier, c'est pas très élégant. Et puis surtout, j'avais pas les épaules pour tenir des hanches toute la journée. La chirurgie cardiovasculaire ne me plaisait vraiment pas.
L'ORL, je suis désolée, mais les nez et les oreilles. Les yeux, je pense que c'est le pire pour moi. Quand je t'ai passé en ophtalmo, le maximum d'action, un jour, il y a un chirurgien qui a dit « Ah, ça saigne !» Moi, j'étais enfin de l'action et donnez-moi un coton-tige. Donc, si c'est un petit coton-tige en flèche, en triangle. Là. Ils ont des super coton-tiges. Moi, en tant qu'ORL, je suis jaloux de leur coton-tige. Exactement. Sauf que moi, j'étais... OK, ça, c'est l'action en ophtalmo. Donc, bon, c'est pas pour moi. Et la chaire digestive, c'est fun de s'amuser un peu. C'est pas très, très élégant de dire ça devant le grand public, dire que c'est fun de s'amuser. Mais en réalité, on choisit aussi nos spécialités, ce qu'on aime. Et il faut dire que mon ancien chef de service était un chirurgien exceptionnel, mais surtout un prof exceptionnel. Donc, quand il nous a enseigné la neuroanatomie en 2e année, je savais déjà que je voulais faire neurochir. Et quand il m'a envoyé me balader entre les différentes spécialités, est-ce que j'ai vraiment essayé de voir autre chose ? Je ne suis pas sûre. Je m'impliquais parce que j'étais une bonne interne, bonne externe, mais je savais toujours que j'allais finir par revenir lui dire « je veux neurochir ». Donc bref, j'ai eu le poste en 2011, j'ai fait 4 ans au Liban. Et ensuite, j'ai déménagé en France pour finir mon internat les 2 dernières années. J'étais à Sainte-Anne et ensuite à La Pitié. Après, j'ai fait 1 an de Master 2 avec Michel Calamarides à l'Institut du cerveau et de la moelle. Je travaillais sur la tumorigénèse hormono-induite chez les souris. On sait que dorénavant, il y a des méningiomes induits par des hormones chez les femmes et on essayait de reproduire le modèle souris pour essayer d'expliquer comment ça fonctionne. Et après, j'ai été chef de clinique à La Pitié pendant 2 ans. Pendant ces 2 années-là, le but, c'était de me former, d'avoir une formation costaud pour pouvoir rentrer au Liban et puis commencer prendre mon poste de chirurgien dans mon ancien hôpital. Mais c'est les 2 années où il y a eu la crise économique au Liban, l'explosion du port de Beyrouth, le Covid, et finalement le Liban auquel je voulais rentrer, enfin l'idée du Liban auquel je voulais rentrer n'existait plus vraiment. Donc je suis restée. Après, j'ai été 1 an à Beaujon avec Stéphane Goutani pour faire de l'hydrocéphalie. Et j'ai pris mon poste à la Fondation Rothschild en fin 2021, où j'exerce à temps plein depuis. Et du coup, l'hydrocéphalie, on va un petit peu en parler. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et quels sont les défis, les enjeux de cette pathologie ? D'accord. En fait, mon combat concerne une partie spécifique de l'hydrocéphalie, qui est l'hydrocéphalie à pression normale. Et c'est une pathologie du sujet âgé, malheureusement hyper mal diagnostiquée, hyper mal prise en charge, malgré le fait qu'elle est connue depuis les années 60. Donc l'hydrocéphalie à pression normale, ou selon les appellations, parce qu'on change de nom tous les 2 ans, comme si le vrai sujet était le nom de la maladie et pas le diagnostic, mais les autres noms sont l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, l'hydrocéphalie de la personne âgée, la maladie de Hakim. Mais pour faire simple et pour faire dans le langage le plus courant, on va utiliser hydrocéphalie à pression normale. C'est une pathologie qui va entraîner une triade qui s'appelle la triade d'Adams et Hakim, du nom des neurologues qui ont décrit cette pathologie dans les années 60, et qui comporte des troubles de la marche, des troubles cognitifs et des troubles urinaires. Et ces 3 symptômes, qui peuvent être très légers au tout début, ça peut être des simples troubles de l'équilibre. Les patients actifs que je rencontre, ils me disent quand je fais ma marche, dorénavant j'ai pris un bâton, puis dorénavant j'en ai besoin de 2, et puis dorénavant quand je fais les descentes, quand je fais les grandes marches, je peux plus descendre, j'ai des troubles de l'équilibre. Ça peut commencer aussi finement que ça, et puis ça peut aller jusqu'à des troubles beaucoup plus avancés, une marche très caractéristique, une marche à petits pas, les pieds collés au sol, comme si on piétinait, on n'arrive pas à décoller les pieds du sol. Elle s'associe à des troubles urinaires, une incontinence, une impériosité, et des troubles cognitifs qui peuvent être très légers, des petits problèmes de mémoire, parfois masqués par des problèmes d'humeur. Parce que cette personne âgée qui ne marche plus, qui tombe beaucoup, s'isole de plus en plus, a l'impression de ne plus pouvoir être active comme avant. Donc, il y a forcément une espèce de dépression réactionnelle qui va apparaître, qui va masquer des troubles cognitifs qui ne vont pas être reconnus par l'entourage. Mais malheureusement, ces 3 symptômes sont très spécifiques de la maladie, mais ils ne sont pas pathognomoniques. Si je te dis qu'une personne âgée a des troubles de la marche, ça veut tout dire et aussi rien dire. Ouais, bien sûr. Et malheureusement, qu'on le veuille ou pas, la communauté médicale, pendant des années,
a souffert d'agisme. Les pathologies du personne âgée, ça intéresse personne. Donc, on laissait ça de côté. Et puis, il y a aussi une banalisation des troubles de la marche parmi les médecins, mais aussi dans la population. Il ne marche plus très bien, donc parce qu'il vieillit. Mais non, ce n'est pas vrai, parce que il y a du vieillissement normal, on va tous vieillir, et il y a du vieillissement pathologique. Si on est en train de tomber, de se casser la figure, de se casser la hanche, de progressivement passer d'une personne active à quelqu'un qui ne peut plus aller chercher son pain jusqu'à finir en EHPAD, il y a des questions à se poser. Donc c'est du vieillissement pathologique qu'il convient d'aller investiguer. Donc d'un côté, il y a l'agisme, mais de l'autre côté, il y a cette difficulté de savoir c'est des symptômes de quoi en réalité. C'est des symptômes qui peuvent exister dans d'autres pathologies. Les troubles de la marche peuvent nous faire penser à une maladie de Parkinson et un nombre incroyable de patients ont un diagnostic erroné ou pas de maladie de Parkinson parce que ça peut être associé à l'hydrocéphalie. Les troubles cognitifs peuvent faire penser à une maladie d'Alzheimer. Les troubles urinaires chez une personne, chez un homme âgé, on va penser plutôt à une maladie de la prostate. Donc on va penser à toutes ces maladies dont on parle beaucoup plus souvent avant de penser à l'hydrocéphalie, alors qu'elle est très connue et surtout très très fréquente. Si on estime aujourd'hui que 2% des personnes au-dessus de 65 ans ont une hydrocéphalie à pression normale et entre 6 et 14% des personnes supérieures à 80 ans. Ce qui fait aujourd'hui qu'en France, il y a entre 250 000 et 300 000 personnes et en Europe, il y a 2 millions de personnes. Est-ce que tu as une idée combien de ces personnes-là ont un diagnostic ou sont prises en charge ? Ça doit être très peu, moins de 10%. Oui, c'est 13%. Uniquement sont diagnostiqués et pris en charge. Donc ça veut dire qu'il y a 87% qui ne sont pas diagnostiqués, pas pris en charge. C'est dramatique. Et si on regarde l'évolution de la population, de l'évolution démographique, en France et en Europe, on voit un vieillissement accéléré. Actuellement, la tranche la plus importante de la population en France et en Europe, c'est la tranche des baby boomers, qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale. Et cette tranche va avoir entre 60 et 80 ans dans les 15 années à venir. Donc la pyramide des âges en France, elle est en train d'augmenter comme ça, et puis elle va arriver comme ça à 80 ans dans les 15 prochaines années. Et si on va regarder cette très grosse portion, si on a que les mêmes chiffres, donc 10% des plus que 80 ans, ça veut dire qu'on va avoir une explosion du nombre de ces patients qui sont mal diagnostiqués et mal pris en charge. Et c'est dommage. Et le délai d'attente du docteur Samia va exploser. Délai d'attente, mais aussi surtout le poids socio-économique, le poids démographique, le poids médical, le prix de tout cela. Des patients malheureusement qui finissent grabataires, qui ont besoin d'aide, qui auraient pu, s'ils ont diagnostiqué et pris en charge à temps, être plus libres et avoir plus de qualité de vie plus longtemps. Évidemment, on ne peut pas repousser la maladie à l'infini, mais c'est quand même dommage de ne pas le diagnostiquer. Donc voilà les défis les plus importants que nous rencontrons et qu'on essaye de contrer par plusieurs actions. Et du coup, le traitement, tu peux nous en parler, mais ça marche très bien, non, quand les valves en général. Oui, le traitement, c'est une dérivation interne du liquide. Alors, on commence par... le parcours du patient doit commencer d'abord par penser à la maladie. Parce que si on n'y pense pas, on ne fera jamais d'IRM cérébral. Faire une imagerie, et quand sur l'imagerie, on suspecte une hydrocéphalie, très important d'ailleurs, quand vous adressez un patient pour faire une IRM, dire au radiologue ce que vous cherchez, parce que sinon il va faire une IRM généralisée, il ne va pas vraiment me faire une image en 3D pour que je puisse calculer la taille et les angles entre les ventricules. Et quand on a le tableau clinique et l'IRM, il est adressé en neurologie ou en neurochirurgie dans un service qui fait de l'hydrocéphalie. On va faire un bilan. Le bilan va consister en un bilan neuropsychologique, des tests de marche standardisés avant et après ponction lombaire ou test d'infusion. Et après, on profite pour faire une IRM un peu spécifique pour le liquide. Et selon l'amélioration après la ponction lombaire et ou la présence d'une résistance à l'écoulement du liquide, on va pouvoir poser le diagnostic. Et le traitement, c'est comme tu l'as dit, une dérivation interne du liquide qu'on fait. Nous, à la Fondation Rothschild et à Beaujon, on les fait en ambulatoire. C'est une chirurgie qui est dorénavant très simple. On fait une incision derrière l'oreille, on introduit un cathéter dans les ventricules, qu'on connecte à une valve réglable, et tout ça, on le connecte avec un tuyau à un autre cathéter qui descend sous la peau,
Personnellement, je les mets dans la veine jugulaire pour descendre jusqu'à l'oreillette droite. Certaines personnes les mettent dans le péritoine. Et les deux sont valables. Il n'y a pas d'avantage de l'une vers l'autre. Personnellement, je préfère la DVA. Je dis toujours à mes patients, parce que je suis une femme, donc moi, j'ai à tunnéliser beaucoup plus court d'ici à ici que de là jusque-là. Mais en réalité, c'est juste parce que c'est plus simple pour eux. Ici, je introduis dans la veine jugulaire avec un kit de ponction des anesthésistes et je ne fais pas d'abord abdominal. Comme je fais ce geste très léger, très simple, si vous voulez, on peut les faire sortir en ambulatoire le jour même. Le taux de réussite, les patients qui s'améliorent après la ponction lombaire ont de très fortes chances de s'améliorer après la dérivation. Et ceux qui ont vraiment une hydrocéphalie et convalve ont des chances d'amélioration de plus que 80% des troubles de la marche. 80%, c'est pas anodin. Jusqu'à quel degré on s'améliore, impossible à deviner. Ça dépend, comme tu le sais, du délai du diagnostic, des autres comorbidités, de plein de choses. Mais 80% d'amélioration quand même des troubles de la marche et une amélioration estimée autour de 85% de la qualité de vie. Malheureusement, les troubles cognitifs et les troubles urinaires s'améliorent moins. Les troubles urinaires, beaucoup plus que les troubles cognitifs. Les troubles cognitifs s'améliorent, mais pas de façon majeure. Ah, donc c'est un peu trop tard, quoi. En fait, quand tu les dérives trop tard, on peut pas... Malheureusement, si on dérive les patients à l'étape chaise roulante, il est exceptionnel d'en revenir. Ah, oui. Donc, il faut les diagnostiquer tôt. Surtout qu'on sait que les patients qui ont une hydrocéphalie à pression normale, ils ont un surrisque de mortalité fois 4 ou 5 les premières 5 années. Donc déjà, puisque ils tombent, ils se fracturent la hanche, ils font une embolie pulmonaire, plein d'autres complications dues décubitus. Donc tu as vraiment envie de les prendre en charge le plus tôt possible. En fait, ce serait limite un bilan de gériatrie. Tous les gériatres devraient faire peut-être une IRM. Ils pensaient au moins. Oh, ils pensaient, ouais. Ils pensaient. Après, pas tous les patients âgés ont des troubles de la marche. Mais quand ils ont des troubles de la marche, que ça vous parle, que vous le suspectez, ça vaut le coup d'aller faire une IRM cérébrale et de proposer un bilan aux patients si on y pense. Donc, tu es allé rencontrer des décideurs pour en parler. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Comme je t'ai dit, c'est un vrai enjeu démographique pour une maladie dont personne ne parle. C'est hallucinant pour moi et pour les autres collègues qui font de l'hydrocéphalie en France. On est une dizaine, plusieurs chirurgiens un peu partout en France qui prennent en charge cette maladie. Mais si tu vois le nombre de neurochirurgiens qui font de l'hydrocéphalie par rapport au nombre de neurochirurgiens globaux, on est une extrême minorité. Il doit y avoir 10 neurochirurgiens que ça intéresse. D'un côté, parce que, comme je t'ai dit, il y a pas mal d'agisme, mais il y a aussi le côté où on pense aux autres pathologies, on n'y pense pas. Et quand il y a eu le plan de chute du gouvernement, l'hydrocéphalie n'y figure pas. Alors que je viens de te dire, il y a 10% des personnes de plus que 80 ans en moyenne. C'est énorme. Donc, avec une boîte qui produit les valves, Sophisa, on mène une campagne nationale pour sensibiliser les médecins, le public, mais aussi les décideurs par rapport à cette pathologie. Donc, j'ai pu rencontrer récemment une sénatrice pour discuter de ce qu'on pouvait proposer pour améliorer la connaissance de cette maladie, l'inclure si possible dans le plan anti-chute du gouvernement, discuter peut-être d'instaurer une journée d'hydrocéphalie, bref, plein de pistes. On espère porter la voix de nos patients. Quand on a rencontré la sénatrice aussi, il y avait 2 patients qui nous ont accompagnés. Oui. C'est bien aussi de pouvoir donner le côté médecin, mais aussi le côté patient expert qui a vécu la maladie et qui peut témoigner de ce que ça peut, ce qu'il lui a fait, puis surtout du parcours du combattant. Un de nos patients avait mis 5 ans à trouver un chirurgien, à être adressé, si tu veux, à un chirurgien pour qu'on pose son diagnostic. C'est quand même... Il y a une errance diagnostique qui est importante. Énorme. Et ton plus beau souvenir d'un patient, alors tu sais, on traite souvent pas mal de patients, mais on a toujours des fois des petits détails qui... Et il y a 2 patients qui m'ont énormément marqué. L'hydrocéphalie à pression normale est une pathologie très fréquente, donc j'en vois très très souvent, j'opère 4 ou 5 malades par semaine. Et il y a 2 patients qui sont vraiment gravés dans ma mémoire. Et il y a une patiente, Madame M, elle se reconnaîtra. Quand je l'ai rencontrée, elle avait été amenée à la consulte sur un brancard. Et
je croyais pas beaucoup à la pathologie, mais quand on lui a fait une ponction lombaire, elle était vraiment mieux. Et quand, en post-opératoire, elle est revenue à sa consulte de suivi, j'ai ouvert la porte, j'ai appelé, et il y a quelqu'un qui est rentré dans ma consulte et qui s'est assis. Et j'étais, mais où est la patiente? Elle m'a dit, c'est moi, docteur. Elle avait les cheveux spiky, elle avait des lunettes bleu marine, bleu de Klein et fuchsia, très, très mignonne. Et elle marchait. Elle était, mais c'est moi, docteur. Et j'étais, mais je vous ai rencontré sur un brancard et vous êtes là à me dire, bah, je suis sortie de mon EHPAD et je vais bien. Ça m'avait tellement marqué parce que c'est là où on sent que bah, je sers à quelque chose. J'ai pu offrir quelque chose à un patient. Et l'autre patient, c'est Monsieur B, qui, lui, était en chaise roulante depuis 6 mois. Donc, les patients que d'habitude, on ne valve plus parce qu'on se dit, c'est trop tard. Oui, il y a trop de risques par rapport à l'intervention. Oui, et puis surtout, peu de bénéfices attendus. Ouais. Et lui, pareil, la valve, c'était un miracle. Monsieur B va chercher son pain à la boulangerie tout seul. Il prend une canne. Et bon, c'est beaucoup mieux qu'une chaise roulante où on doit le déplacer nous-mêmes d'un lit à l'autre. Donc, c'est mes 2 patients à qui j'ai une pensée particulière. Alors, c'est 2 belles histoires de la médecine. Et donc, du coup, on va faire le lien avec l'histoire de la médecine, qui est aussi un pan de la médecine qui te passionne. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Je louche depuis tout à l'heure sur ce beau livre que j'avais vu déjà plusieurs fois et que tu vois en vrai maintenant. Oui. Tu sais, j'ai une vraie passion pour l'histoire. Ma mère est historienne. Donc, l'histoire a toujours été quelque chose qui me fascinait, qui m'intéressait. Et il y a un DIU proposé par Paris 5. Je ne sais plus comment ça s'appelle dorénavant. C'est Descartes, mais ça change Paris tout le temps. Descartes, donc ça change tellement que je ne sais plus. Qui propose un DU d'histoire de la médecine que j'avais fait il y a quelques années, qui est fascinant. Et donc, voilà le sujet du livre. Et c'était très, très intéressant pour moi de découvrir les pans de l'histoire de la médecine, l'évolution depuis la préhistoire jusqu'à nos jours, comment il y a eu les grands mouvements qui ont régi l'évolution de la médecine et comment ils se rapportaient à l'évolution de l'histoire de l'humanité. Et comme je suis une grande éclectique et que j'aime beaucoup l'art, mon mémoire, c'était la représentation des médecins dans l'art. J'aime bien faire le lien, le pont entre l'histoire de la médecine et l'histoire de l'art. Tu pourras me l'envoyer, je pourrais te le lire, s'il te plaît. Avec plaisir. C'est le professeur Fabiani, c'est ça, qui dirige ce DU? Il co-dirige ce DU. En tout cas, quand moi j'ai fait le DU, c'est lui qui le co-dirigeait avec un neurochirurgien, Johan Palu, qui est le chef de service de neurochirurgie à Sainte-Anne. Il co-dirige ce DU d'histoire. Et Monsieur Fabiani, ses cours, c'est incroyable. S'asseoir dans un amphithéâtre où Jean-Noël Fabiani est en train de donner un cours, c'est d'être transporté dans une histoire mouvementée, où il va faire le lien entre l'histoire des civilisations et l'histoire de la médecine. Et d'ailleurs, parmi les questions que j'ai anticipé que tu allais me demander, est-ce qu'il y a un livre concernant l'histoire de la médecine qu'on peut lire? Et il ne m'a pas demandé de lui faire de la pub, pas du tout. Il a juste été mon prof. Mais il a écrit cette BD absolument incroyable qui raconte l'incroyable histoire de la médecine. Depuis la préhistoire, où on a quand même commencé à soigner avec des herbes et à faire des trépanations magiques, jusqu'à aujourd'hui où on soigne quand même à distance. On peut faire de la chirurgie robotique de Bordeaux à Pékin. Et c'est juste incroyable l'évolution de notre histoire. Comment nous sommes arrivés là où on est arrivé aujourd'hui. Après, en sachant que ma spécialité est une spécialité jeune dans cette histoire. La neurochirurgie n'existe que depuis le siècle dernier. Oui, après, il y avait des premières trépanations. Oui, il y a des trépanations qui datent de 6000 et de 8000 avant notre ère. Mais on pense aujourd'hui que c'était plutôt des trépanations à visée magique, que pour faire vider l'esprit malin. Peut-être qu'il y en a eu quelques-uns pour des hématomes. On sait que ces trépanés ont survécu parce que l'os a bien cicatrisé. Ce n'est pas juste des trépanations faites pour rien. Mais en réalité, on a très très peu traité les pathologies neurochirurgicales jusqu'à la fin du 19e siècle.
La première neurochirurgie pour une tumeur cérébrale date de, je ne me souviens plus exactement, de 1860, plus ou moins 1860. Avant ça, on n'avait aucun moyen de savoir ce qui se passait à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour la neurologie, avec Charcot et Babinski, c'est le 19e siècle. D'ailleurs, tu as été chef de clinique pendant 2 ans dans l'endroit, le berceau de la neurochir, parce que la première tumeur a été retirée, je crois, à la Pitié-Salpêtrière. En France, oui, la première tumeur cérébrale a été opérée en Angleterre, en 1860. Et après, la neurochirurgie est arrivée progressivement en France. Je n'ai plus exactement en tête les différentes dates de la fondation des 2 services de neurochirurgie, de la Pitié et de la Salpêtrière, qui ont été réunis ensuite, à la fin des années 90, dans un seul service. Mais oui, j'ai été mais surtout, ce qui a été intéressant à la Pitié, c'est d'être dans le perceau de la neurologie, où il y a Charcot, Babinski. D'ailleurs, le service de neurochirurgie, le bâtiment, c'est le bâtiment Babinski. Ouais, Gilles de la Tourette, des pathologies classiques de neurologie, ils étaient tous à la Pitié, quoi. Enfin. Exactement. Et quand, tu sais, le grand tableau très connu de Charcot, qui est actuellement affiché au musée de l'histoire de la médecine à Paris 5, quand on regarde ce tableau, il y a différents noms, et aujourd'hui, on sait que tous ces noms-là sont des noms soit de pathologie, soit d'instruments. Ouais, du coup, la neurologie, la neurochir, l'histoire de la médecine, on dit souvent la médecine et les hôpitaux sont les reflets de notre société. En fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est-à-dire qu'en fait, l'histoire de l'humain a des similitudes, des parallèles avec l'histoire de la médecine, et de comprendre... moi, ce que je veux en venir, c'est que je trouve que dans nos études de médecine, on ne fait pas assez de sciences humaines et on ne fait pas assez d'histoire. Enfin, les sciences humaines, j'inclus aussi l'histoire. Et je trouve que c'est... moi, j'ai eu la chance de la faire en première année, mais je sais qu'il y a plein de facs en France où il n'y a pas du tout ça. Il y a un DU qui s'adresse à très peu mais ça devrait être limite obligatoire, qu'on comprenne l'histoire enfin, obligatoire, en tout cas, je pense qu'il y a un vrai manque, mais qu'on commence à l'adresser de façon plus directe, si tu veux. Le fait de faire le pont entre les humanités et la médecine. Et je pense que c'est très important dorénavant. Les étudiants, je pense qu'ils ont des cours de médecine inclusive, des cours de médecine narrative aussi. Pardon, j'ai dit inclusive, je voulais dire narrative, où on va raconter l'histoire du patient. Il y a des cours d'histoire, mais c'est aussi une façon d'ouvrir l'esprit des étudiants en médecine et de leur permettre aussi un petit échappatoire, parce que ce n'est pas aussi rigide et lourd que le reste de nos matières. Et pour moi, je pense que c'est très important de comprendre notre histoire, l'histoire de la médecine, et de comprendre comment elle reflète la société. Parce que, comme tu l'as dit, les hôpitaux sont souvent le reflet de l'époque. Les premiers hôpitaux au Moyen-Âge précoce, c'était les Domus Dei, les hôtels-dieux. C'était ce qu'on les appelle aujourd'hui des hôpitaux, mais en réalité, à l'époque, ce n'était pas des hôpitaux. À l'époque, on vivait 25 ans. C'était l'espérance de vie. Donc, en réalité, on n'avait pas de diabète, on n'avait pas de pathologie cardiaque. Et quand on était malade, en réalité, c'était qu'on était épuisé et qu'on était mal nourri. Donc, les Domus Dei, les hôpitaux, les hôtels-dieux servaient à héberger, à nourrir les pauvres, les nécessiteux, et donc un peu comme leur redonner des forces, parce que de toute façon, on n'arrivait pas à un âge où on développait d'autres pathologies. Et puis, progressivement, vu que c'était des hôtels-dieux par les moines, la médecine initiale en Europe, c'était une médecine monastique qui était au Moyen-Âge, qui était l'apanage des moines. Et il a fallu attendre les différents conciles pour séparer la médecine des monastères. On est sorti, c'est vers le 1300, où on sort d'une médecine monastique et qu'on sort dans les médecines de ville, et on appelle ça une médecine scolastique. Et ça reflétait la période du Moyen-Âge tardif et de la Renaissance. Donc on commence à séparer à partir de cette période-là. Et évidemment, ça a continué à évoluer, le développement des hôpitaux, comment on propose des soins, pardon, comment on approche les patients, comment on prend en charge des différentes pathologies avec l'évolution de la société. Alors justement, de connaître notre histoire, ça nous ancre encore plus dans le présent. Et comment, à l'avenir, si tu avais des conseils à donner à des jeunes étudiants en médecine, des internes ou même des collègues, comment tu vois le soignant à l'avenir, ou comment
Tu penses qu'on peut être encore plus humain? Enfin, quelles sont les qualités pour toi du soignant de demain? Oh là là, question surprise. Les qualités du soignant de demain. Je ne sais pas si je suis très bien placée pour répondre à ta question, parce que je suis aussi chirurgien et pas que médecin qui ne fait que de la prise en charge médicale. Je vais agir en opérant. Et je pense qu'une grande partie, tu l'as connu aussi, de nos études ont été avec des chirurgiens qui manquaient d'empathie, qui étaient, on va le dire, des monstres sacrés. On ne s'approchait pas, on se faisait engueuler parce que si on respirait, c'était tout le temps notre faute. Et je pense que cette médecine très monarchique doit un peu disparaître. Je pense qu'elle est en train de disparaître. Je pense qu'on a besoin d'une médecine plus empathique, plus douce, qui sait répondre aux challenges de nos sociétés, qui sait utiliser les outils comme l'intelligence artificielle, comme la technologie, comme la téléconsultation et tout ce qu'on va obtenir dans les années à venir, savoir les intégrer. Alors, excuse-moi pour la question surprise, mais ça m'est sorti comme ça. Il n'y a aucun problème. Mais je ne sais pas ce que rajouterait aux soignants du futur. Peut-être qu'ils sont des soignants aussi qui prennent plus de temps pour eux, qui trouvent leur propre équilibre aussi pour pouvoir soigner bien et faire peut-être une médecine plus slow. J'ai écouté récemment un podcast sur la slow médecine et je trouve que c'est un concept qui est très intéressant dans notre monde où on est tout le temps en train de courir après voir le plus possible de patients parce qu'on n'est pas très nombreux et parce que nos délais sont très longs et parce qu'il faut de toute façon faire le maximum possible. Mais du coup, quand ça devient un peu l'usine, et tu l'as dit tout à l'heure quand on discutait offline, de ton expérience quand tu étais interne à la Pitié. Ouais, c'est des périodes difficiles, hein, et on n'a pas le temps on a le temps de rien faire. On apprend notre métier alors qu'on est à côté, on n'a le temps de pas faire grand-chose. Non. Il n'y a pas de balance entre les deux. Non. Est-ce que... J'imagine que toi aussi, pendant tes études de médecine, tu as eu l'impression de passer à côté de beaucoup de choses dans ta vie familiale, mais c'est obligatoire, non ? C'est obligatoire, on peut pas... Après, on fait des sacrifices. C'est difficile de faire des sacrifices autant que ça. Après, c'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment... le bien-être des soignants, ça doit être une priorité nationale. C'est-à-dire qu'on pense beaucoup aux soignants, on pense beaucoup à la sécurité sociale. Mais le bien-être de nous tous, chirurgiens, soumis au stress, d'ailleurs c'est un peu en lien avec, on en parlera par rapport au lifestyle, la gestion du stress, etc. Oui, non, mais je sais pas, c'est sorti comme ça. Les qualités c'est aussi un bien-être. On ne pense pas beaucoup de la qualité, on parle beaucoup de la qualité de vie des patients. Ouais. Mais est-ce que la qualité de vie du chirurgien, à quel niveau impacte la qualité de vie du soignant par rapport au patient? Tu sais, la corrélation. Énormément, à mon avis. Parce qu'un chirurgien stressé, fatigué, avec énormément de pression, qui n'a pas beaucoup d'espace pour décompresser, il fait une médecine un peu hâtive, expéditive. Quand on est fatigué, on peut ne pas faire attention à tout. On n'est que humain. Enfin. Aussi bon technicien qu'on peut l'être, ou pas. Et en plus, j'avais lu un truc qui disait qu'on juge un chirurgien, en tout cas, c'était sur ses capacités techniques, capacités de communication, d'empathie avec le patient et de formation, d'arriver à former aussi les... Oui, ça c'est notre métier qui est finalement un métier multiple et pour lequel il faut pouvoir compartimenter les différentes facettes de nous-mêmes. Alors, moi, j'ai trouvé dans tes postes trois médecins. Oui. Alors, je reprends ma petite fiche, excusez-moi. Polymathe du règne de Djéser. C'est Imhotep. Et Harvey Cushing. Est-ce que tu peux... Et on a parlé de Monsieur Lawton. Ok. Est-ce que tu peux me dresser un petit peu un portrait de ces trois médecins et pourquoi? Je vais surtout te parler d'Imhotep. D'accord. Pourquoi? Parce que tu as dû en entendre parler. Est-ce que tu as vu le film La Momie dans les années 90?
Exceptionnel, le film. Oui, mais tu vois, le protagoniste, à part le protagoniste principal, le méchant, c'était ce prêtre qui a été comment on dit, résurrection. Ouais, qui a été ressuscité. Ressuscité, je trouvais plus très grand chauve. Oui, qui a été ressuscité. Il faut savoir que Samia a travaillé ce matin, a opéré pendant plusieurs heures. Donc moi, j'ai pas fait grand-chose. Mais Samia a opéré un truc très difficile, long. Donc voilà. Pardon, parfois je trouve pas mes mots, surtout quand je rentre du Liban. J'y étais hier. Ah oui. Et comme là-bas, je parle plus libanais, mais on mixe les 3 langues. Donc en rentrant, les 2 premiers jours, je perds mon français. Donc je mixe un peu les langues. C'est pour ça qu'il y a des mots en anglais qui sortent parfois. Non, mais si tu connais ça, c'est que tu as dû entendre parler d'Imhotep, qui était un prêtre, mais pas que. On est en train de parler de la 3e dynastie égyptienne, et ça veut dire moins 2600 à moins 2700. Donc, c'était le roi Djéser, c'était pas son nom à l'époque, c'est un nom posthume, et il avait un vizir qui était aussi un médecin, qui était aussi un poète, et qui était aussi un architecte qui s'appelait Imhotep. Les premières pyramides en pierre qui ont été construites, c'est la pyramide funéraire de Djéser, et l'architecte de cette pyramide, c'est Imhotep. Donc quand on voit les grandes pyramides aujourd'hui, il y a des pyramides qui ont précédé celle-ci, les premières pyramides en pierre. Parce qu'avant ça, ils faisaient des tombes en briques et en terre battue. Okay. Et donc Imhotep était architecte. Et c'est comme ça qu'on le connaît, parce qu'on a trouvé des preuves de son existence. Après, 1000 ans plus tard, il a été divinisé. Comme beaucoup de personnages de cette période, ils ont été divinisés en demi-dieux. Mais Imhotep, ce qui est le plus intéressant, c'est que c'était un médecin, et c'était l'un des premiers médecins qui ont diminué ou presque arrêté d'utiliser la magie dans leur prise en charge des patients. Jusqu'à l'Égypte, la médecine était une médecine magique, une pensée magique, on priait, on faisait des incantations pour faire partir les mauvais esprits et tout le charabia. Et la médecine égyptienne en général était une médecine très empreinte de magie, mais progressivement, on a beaucoup de preuves que la médecine égyptienne comportait des vraies prises en charge, des vrais traitements, de la chirurgie. On pratiquait même la chirurgie de la cataracte. Et le premier médecin, il y a un écrivain qui dit que Imhotep est le premier médecin à émerger des brumes de la préhistoire. Donc des brumes obscures de qu'est-ce que c'était un médecin, c'était plutôt un sorcier, plutôt un charlatan. Et progressivement, on arrive à Imhotep, qui est probablement le premier médecin décrit dans l'histoire. On a un papyrus qui date de moins 1600, il s'appelle le papyrus d'Edwin Smith, qui ne contient aucune pensée magique. Il décrit vraiment de la médecine, du diagnostic, du traitement, de la chirurgie, de la prise en charge, des techniques chirurgicales. Et on pense que c'est Imhotep qui a écrit la première version de ce papyrus, qui a été retranscrit avec les temps pour nous arriver. La version d'Edwin Smith qui nous est arrivée date de moins 1600. Donc, c'est vraiment un médecin qui soignait les malades et qui essayait d'avoir une vision objective des patients. Et les Grecs ont été beaucoup influencés par Imhotep. Ils l'ont un peu récupéré et ils l'ont assimilé, mais sans complètement l'intégrer avec leur propre demi-dieu de la médecine, qui est Asclépios. Donc Imhotep devient un demi-dieu en Égypte, mais aussi un demi-dieu pour les Grecs et un demi-dieu de la médecine. Et en parallèle aussi un demi-dieu des architectes et des maçons. Donc quand on a un film dans les années 90 qui le sort en grand méchant, c'est un peu vexant pour les historiens. Ouais, en plus, je fais un parallèle, mais il y a le bleu égyptien, tu sais, le bleu égyptien, c'est un peu la couleur de ta belle veste. Merci. Et en fait, finalement, c'est peut-être le père de la médecine. En fait, il y a probablement, c'est le plus ancien documenté. Ouais. Le père de la médecine qu'on connaît nous, oui, c'est plutôt Hippocrate. Mais comme il date de 2000 ans avant Hippocrate, Imhotep, donc il est très possible qu'on s'en ait influencé, mais aussi il est possible que le savoir se croise dans ces périodes-là. Et on sait que Hippocrate va être médecin sur l'île de Kos,
où il y avait un grand temple, à l'époque on les appelait les grands temples d'Asclépios, les Asclépiades, où on pratiquait une espèce de médecine magique, mais aussi on prenait en charge les douleurs avec des herbes. Donc les vraies écoles de médecine, c'est plutôt en Grèce, mais rien ne dit qu'il n'y a pas eu une influence directe. Les deux pays ont longtemps été en rapport très étroit. L'un qui est la Grèce qui a envahi l'Égypte, puis qui a vécu avec au règne des Ptolémées. Donc il y a probablement des rapports qui vont dans les deux sens. Et d'ailleurs, la suite de l'histoire de la médecine nous le montre. Hein. Oui, et puis il y a ce phénomène de mode, il y a toujours l'histoire qui ressurgit, etc., des travails d'historiens qui arrivent à retrouver des traces, etc. Ouais. D'ailleurs, primum non nocere, l'année dernière, j'ai appris que Hippocrate n'a jamais dit ça. On associe certains concepts à certains médecins, et en fait, c'est peut-être pas eux directement, mais ça vient peut-être d'un autre médecin, et on fait des liens. Etc., qui ne sont pas exacts. On fait des liens post-scriptum, voilà, mais en réalité qui ne sont pas ça. Après, je ne savais pas que primum non nocere... J'essaierai de te trouver la référence. Volontiers. Alors, pour toi, donc la principale leçon de l'histoire de la médecine, c'est que finalement... C'est que c'est toujours un reflet de la société et de l'époque. Si je devais retenir un seul détail, ce serait celui-là. C'est que la médecine ne se développe que dans un contexte favorable. On n'avance que dans un contexte social, économique, politique favorable, ouvert d'esprit, où on va permettre aux scientifiques et aux chercheurs de faire ce qu'ils ont à faire. Tu vois où je veux aller avec ce rapprochement actuel qu'on vit dans notre monde et qui est quand même très angoissant pour les chercheurs. Dire comment avancer si on n'a pas le contexte favorable. Si on va regarder notre histoire, la médecine en Europe a été quiescente. On n'a rien fait pendant 1600 ans. On a quand même utilisé la médecine galénique et avec la théorie des humeurs jusqu'à la fin du Moyen-Âge tardif. Quand même, pendant 1500 années, on a cru qu'on faisait des saignées et que la bile noire et la bile blanche et la je sais pas quoi étaient le fondement de la médecine. La trabile, non, je crois qu'il y a la bile et la trabile. J'ai jamais su ce que c'était la trabile. La théorie galénique est très obscure. Il est très difficile déjà d'imaginer les quatre humeurs. Mais quand même, le contexte politique, économique de l'Europe, de la fin de la chute de l'Empire romain jusqu'au Moyen-Âge tardif, n'était pas favorable au développement de la médecine. Il ne se passait rien parce que tout était fermé, il y avait une misère horrible, il y avait une défragmentation complète dans toute l'Europe, il n'y avait pas de pays dans le vrai sens du terme, il y avait des petits royaumes un peu partout, il n'y avait pas de langue unique parlée, donc il ne se passait rien. Il y avait, comme je t'ai dit tout à l'heure, une médecine monastique où c'est des moines qui s'occupaient des nécessiteux. Pendant ce temps-là, la médecine était en plein développement dans les pays, dans les pays arabes et perses, qui ont préservé la médecine grecque, qui l'ont nourrie de médecine indienne, chinoise, qui ont développé, ils ont découvert bien avant la redécouverte actuelle, il y a 200 ans quand même, mais ils avaient décrit la circulation sanguine, parce que c'était une période où les royaumes arabes avaient une unicité de langue, avaient une grande prospérité. Il y avait des califes qui encourageaient la connaissance, la science, qui donnaient les moyens. Et tout ça, quand ça a chuté, ça a fini par remigrer vers l'Europe avec les croisés. Mais quand même, il faut toujours remettre la médecine par rapport au contexte politique et puis se dire il faut de la stabilité, il faut des moyens pour que la médecine et les sciences puissent avancer. Moi, il y avait un député européen, un invité, je lui dis pourquoi la médecine n'est pas un ministère régalien. Et en fait, c'est ça, on se rend compte qu'en fait, la médecine, c'est pas juste soigner des gens, ça fait partie de l'histoire, ça fait partie de l'économie. Je trouve ça très touchant que ta maman soit historienne et que tu sois concernée parce que j'adore les liens de l'influence des parents, etc. Et donc du coup, la vraie question, l'enjeu, et je suis pas du tout spécialiste, mais c'est que on fait des avancées. Donc on parlait d'hydrocéphalie, on fait des avancées, on diagnostique de plus en plus tôt, on a des super séquences d'IRM qui arrivent à définir la circulation du LCR dans le cerveau. Mais en fait, on peut avoir par une crise politique, une régression très rapide de
de notre, Oui, bien sûr. de notre art, en fait. Bien sûr, on peut stagner. On peut stagner. Et en fait, comme tout, notamment en sciences, stagner, c'est s'arrêter, c'est revenir en arrière. C'est ça. Parce que les patients ont besoin qu'on les prenne en charge correctement et ne plus savoir avancer. Il va y avoir des patients qu'on ne traite pas correctement, on ne va pas les améliorer. Et c'est vraiment, ça va vite. Une crise qui arrête, parce qu'on est dans un contexte de crise, comme tout, comme pour l'alimentation, on se limite au nécessaire. Et on ne cherche plus le progrès et ça, c'est quand même effrayant. Alors, ta place, toi, justement, de chirurgienne femme, Oui. on peut en parler un petit peu. C'est quelque chose. Volontiers. Moi, je trouve, voilà. Est-ce que comment ça se passe aujourd'hui en 2025, l'état actuel des femmes chirurgiens, la démographie, est-ce que la vision des patients Alors, j'ai une petite info. J'ai trouvé un article publié dans le JAMA en 2020. Oui, je vois de quel article tu parles. Qui montre que les femmes chirurgiens, quand tu es opéré par une femme chirurgienne, tu as moins de risque de complications qu'un homme. Je crois que c'est 13,5% et l'autre c'est 12%. J'ai trouvé ça hier, j'ai trouvé ça exceptionnel. Et même, ils ont fait après des sous-analyses avec la complication à 1 an. Oui, et la mortalité. La mortalité, etc., les risques de complications majeures, etc. Et il y a plusieurs articles, c'est pas qu'un article, parce que quand il n'y a qu'un seul article, tu peux te dire... Donc voilà, je trouve ça super. L'article est super. En tant que chirurgienne, femme, féministe, j'ai trop envie d'être très contente, mais il y a quand même pas mal de biais là-dedans. Ouais, donc voilà. Mais il semblerait qu'on prenne en charge de façon plus empathique nos patients, qu'il y ait moins de complications. Est-ce qu'ils ont regardé, je ne me souviens plus exactement, parce que je l'ai lu quand même il y a quelques années, des types de chirurgie faites des deux côtés. Et je pense que si on regardait en sous-groupe, cet effet magique des chirurgiennes femmes s'annulait. Mais globalement, il y a une approche peut-être plus empathique, peut-être plus douce, peut-être plus lente. Mais je reste sur le peut-être, parce que il n'y a pas beaucoup de femmes chirurgiennes que j'ai rencontrées dans ma vie, et certaines n'avaient rien à envier à leurs collègues hommes. Sur le terme d'absence d'empathie, si tu veux. Mais il y a aussi des femmes exceptionnelles, comme ma chef de service, qui arrive à jongler tout. Je ne sais pas comment, une vie familiale extrêmement riche, une chefferie de service, une chirurgie exceptionnelle. Elle est une rôle modèle, mais que j'ai rencontrée sur le tard. Parce que moi, quand j'ai fait mes études, je ne connaissais aucune femme chirurgienne. Je n'en avais rencontré aucune. Donc déjà, il y a une absence grave de représentation, parce que les quelques chirurgiennes femmes, on ne les voit pas, elles ne sont pas représentées, il faut aller les chercher. Les réseaux résoudent bien ce problème. Il y a une neurochirurgienne femme hyper connue qui s'appelle Lady Spine Doc, qui fait pas mal de vulgarisation, qui rend un peu notre métier de neurochirurgienne, et elle fait du rachis, donc du neurochirurgienne rachis plus fun, si tu veux. Exactement. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, en France, nous constituons, je sais, 18%, ou entre 12 et 18, je ne me rappelle plus exactement le chiffre, de tous les neurochirurgiens. Donc, ce n'est pas énorme non plus. On est une spécialité sous-représentée en femmes. L'ophtalmo, il y a plus de femmes. L'ORL aussi. En ortho, je pense qu'ils sont comme nous. Mais ça, c'est aussi le reflet, comme on l'a dit, d'une société. Jusqu'en début du siècle, il n'y avait pas de vrai métier, une vraie égalité dans les métiers. On ne pouvait pas devenir médecin femme. La première médecin femme en France, c'était à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Je t'ai dit, quand moi j'ai voulu faire médecine, c'est vrai que c'était pas... Quand j'ai voulu faire neurochirurgie, c'est vrai que j'étais au Liban, mais c'était exceptionnel que je choisisse cette spécialité. En arrivant en France, je me rends compte qu'on est un peu plus nombreux. Et là, actuellement, je me rends compte dans les promos, il y a quand même presque autant de femmes que d'hommes. Donc on verra leur évolution au futur. Après, combien il y a de femmes chefs de service de neurochirurgie en France ? 2. C'est quand ? 2.
Ouais, c'est ça. Caen et nous. Caen, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc, il y a eu avant une autre femme à Paris, c'était Aimée Rodondo, anciennement à Bonjon, mais quand même, on peut les nommer, on peut les compter, et c'est rare, mais ça, c'est le plafond de verre auquel les femmes vont se heurter dans plusieurs métiers, et pas que seulement dans la médecine. Je pense que les dernières années, les différents mouvements ont permis de régresser un peu cette violence que les médecins femmes, que les étudiantes femmes subissaient. Mais ça reste très, très ambiant. Mais au moins, on en parle aujourd'hui. Ouais, on en parle, mais en fait, on devrait... Enfin, ça devrait être... Voilà. Résolu, voilà, ça ne l'est ça, pas. voilà, Et tant que ça ne l'est pas, il faut en parler. Voilà, c'est ça, exactement. Donc voilà, donc finalement, toi, t'as pas eu vraiment... Enfin, voilà, t'as pas eu de frein sur... on t'a pas... Est-ce que t'as eu déjà dans ton cursus des gens qui subi un petit peu... J'ai eu vraiment de la chance dans mon cursus. J'ai pas eu des remarques sexistes, des méchancetés comme ça. Certaines, mais pas de façon à me freiner dans ce que je voulais faire. J'ai toujours eu la chance de rencontrer des mentors et des chefs de service incroyables qui me soutenaient. Mon ancien chef de service au Liban, Georges Nara, qui est juste incroyable. C'était un peu mon papa en chirurgie. Mais ensuite, à la Pitié, Alexandre Carpentier qui m'a proposé un poste, qui me traitait de façon exactement pareille que mes collègues, voire qui me faisait plus confiance parfois. Monsieur Kalemaides, avec qui j'ai fait mon master, je n'ai pas subi de discrimination qui fait que j'ai été retardée à un moment. Après, j'ai eu vraiment les remarques occasionnelles avec « oui, mais t'es une femme, tu peux pas faire ça, bien sûr, toi, tu vas aller te reposer ». Mais c'était... et parfois, c'était plus des amis qui se permettaient ces blagues, parce que pour eux, c'est une blague, sauf que ce n'est plus drôle, en fait. On est en 2025, on peut blaguer sur tout, mais parfois, ça va, hein, 2 secondes. Imagine de mixer ces blagues quand tu es une femme d'origine arabe. Donc, tu as le mix, un peu de misogynie, un peu de racisme. C'était assez drôle. Mais bon, écoute... On choisit d'en faire ce qu'on veut, une force ou une faiblesse. Du coup, je vais rebondir justement sur le fait que tu as fait des missions humanitaires, que régulièrement tu vas en Afrique. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Oui. Je suis allée déjà 2 fois au Rwanda faire des missions de chirurgie de base du crâne. Le Rwanda, il faut aussi se mettre dans son contexte. Il y a eu le génocide en 1994 et il y a eu une reconstruction du pays tout à fait remarquable et une vraie réconciliation nationale et une vraie volonté de construire un vrai système de santé. Donc ils sont très motivés, très partants pour se former sur différentes spécialités. Pour ce pays, qui n'est pas petit du tout, mais quand même par rapport à l'Afrique, il reste relativement petit, mais il n'y a que 6 neurochirurgiens dans tout le pays. Et donc, le chef de service de l'hôpital public de la capitale, de Kigali, avait rencontré le directeur des missions humanitaires de la fondation, Rothschild, qui était au Rwanda sur une mission d'ophtalmo. Et donc, il lui a dit, nous, on aimerait bien avoir du soutien en neurochirurgie. Donc, il m'a proposé, on a discuté avec eux, ils avaient un besoin en chirurgie de la base du crâne, parce que c'est une chirurgie complexe qui nécessite des compétences un peu particulières. Et donc j'ai pu y aller une première fois en mai 2023. C'était plutôt une mission de rencontre et plutôt de reconnaissance. J'y suis allée avec ma collègue anesthésiste et une neurochirurgienne pédiatre pour un peu sonder le terrain. Il y avait 5 patients, il y avait une liste très longue de patients à opérer, mais en réalité... Les contraintes du terrain font qu'en réalité, on ne peut pas opérer autant que ça, surtout des chirurgies aussi lourdes. Donc, on en a opéré 5 et ma collègue en pédiatrie avait rencontré les différents intervenants pour voir comment on peut construire une vraie activité de neurochirurgie pédiatrique. C'est très particulier de travailler dans un contexte complètement différent, pas avec les mêmes moyens, puis de devoir se débrouiller. Oui, c'est ça, c'est une école de la vie, c'est une école médicale. Et du coup, tu y es retourné une 2e fois après quelques années, 2 ans après. J'y étais en février. Février.
Et là, c'était plus... Du coup, il y avait quand Là, même... c'était une voilà. vraie mission, comme la première fois, mais il n'y avait plus de reconnaissance. J'y suis allée avec la même anesthésiste et une IBOD. D'accord. Ce qu'on a, la première fois, c'est vrai que j'ai opéré, mais on a regardé un peu où est-ce qu'on peut être utile. Donc, pour l'anesthésie, ils ont de l'anesthésie générale, mais comme tu le sais, la neurochirurgie nécessite une anesthésie un peu particulière. Mais on a remarqué qu'ils n'ont pas d'IBOD spécialisé. Et c'est quand même, en neurochirurgie, c'est une instrumentation très particulière. Donc, la première fois qu'on y est allé, on a rencontré une de leurs IBOD qu'on a un peu formée et que j'avais invitée en France pendant une semaine. Elle était venue dans notre hôpital pour un peu qu'elle regarde comment on fait la stérilisation en particulier, comment on utilise des instruments, comment on prépare une table, comment bien instrumenter un chirurgien. Tu le sais très bien, un chirurgien qui n'a pas d'instrument dans sa main, il fait des bêtises. Donc il faut absolument, quand tu rentres ton instrument, que tu aies un autre. Et si l'IBOD ne sait pas ce que tu es en train de faire, ne peut pas anticiper ton geste, parce qu'elle n'est pas formée, c'est quand même plus difficile d'opérer dans de bonnes conditions. Et donc là, on a fait des cours, j'ai opéré, comme je te l'ai dit, impossible de faire plus, 5 patients. Ah, bien sûr. Parce que beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de choses à faire. Et ce n'est pas du tout le même rythme de travail. Nous, on a l'habitude d'arriver à l'hôpital à 7h30 et d'inciser à 8h30. Ça, c'est les jours optimistes. C'est souvent entre 8h30 et 9h. Moi, je suis un peu plus, un peu plus tard que ça. Mais par exemple, à Kigali, les patients arrivent plus tard au bloc. Ouais. Donc, on insiste plus tard. Et après, il y a aussi un défaut d'anticipation de combien peut durer une chirurgie crânienne lourde. On va décomprimer un nerf optique avec des instruments qui ne sont pas parfaits. Donc, tu es obligé un peu de bidouiller. Ouais. Puis surtout, tu te rends compte de l'immense privilège qu'on a d'habiter en Europe, d'être pris en charge, même quand on râle, dans des délais tout à fait corrects, en fait. Ouais, c'est ça. On est dans un luxe. Oui, on relativise beaucoup. On relativise beaucoup. Et c'est ça, c'est un apport. Est-ce que ça vaudrait le coup que chaque étudiant en médecine parte à l'étranger ? Enfin, c'est quand même conseillé pendant les études, mais finalement, je ne suis pas sûr que ça se développe beaucoup, les expériences à l'étranger dans nos études de médecine. Je ne saurais pas te dire. J'aimerais pas culpabiliser ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas y aller, mais c'est une vraie expérience de vie. C'est une vraie expérience personnelle, mais aussi professionnelle. Et c'est très... le mot en anglais, c'est humbling. C'est très... comment on dit ? Je ne trouve pas. C'est... Envoûtant ? Non, c'est plutôt qui te... Il va falloir le couper au montage. Non, je vais regarder la définition maintenant. Si on est Humbling, libre, ça veut dire... On est libre. Moi, je ne connais même pas en plus. Je vais te dire. Humbling. Humbling. Ah ouais, ça te rend humble. Oui, te rendre humble. Ah ouais, humbling, pardon. Je pensais que c'est encore un autre mot. Non. Tu sais qu'ils ont 3 fois plus de mots que nous. Hein. Enfin, en français en anglais qu'en français. Et parfois, je trouve le mot dans une langue et pas dans une autre. Désolée. Bah, c'est bien, il faut... Donc, j'étais en train de te dire, c'est une expérience très... oui. Qui te rend humble et qui te permet beaucoup de relativiser, tant sur le plan de la prise en charge des patients, mais aussi de leur résignation absolue. Puis tu te rends compte aussi qu'il y a certaines pathologies qui ne sont juste pas prises en charge. Par exemple, une tumeur cérébrale maligne dans les pays de Centrafrique n'est pas traitée du tout, ni opérée, ni rien du tout, parce qu'il n'y a pas de chimio. Et tu es là où tu te dis, mais ce n'est pas possible. On est dans un monde tellement inégalitaire que des comprimés de chimiothérapie, parce que le glioblastome, c'est des comprimés, il n'y en a pas. Tout simplement, il n'y en a pas. Donc, on ne traite pas les patients. On ne les opère pas, on ne fait rien. Et c'est très difficile à appréhender ce qu'on a avec notre petit côté français. Tout le temps révolté, non, ce n'est pas possible. Enfin, c'est la réalité du terrain, c'est comme ça, point. Et encore, ce n'est pas un pays en guerre. Parce qu'un pays en guerre, il faut encore aller diminuer encore plus les moyens. Là, je peux programmer un adénome et l'opérer tranquillement en demandant un bilan sanguin. Sur un territoire en guerre, il faut se limiter au sauvetage, au traumatisme, vraiment à l'urgence extrême. Et ce n'est pas vraiment les mêmes terrains. Mais ça permet aussi de se dire, OK, là, nous, on a dû faire ça peut-être il y a 200 ans. Et c'était à force d'un effort collectif, médical et politique. Là, il va falloir faire beaucoup de choses, surtout dans un monde aussi inégalitaire. Et souvent, tu te rends compte que
mon action est peut-être pas aussi utile que je l'aimerais. Oui, j'opère des patients, mais je voudrais faire plus. Mais avec les moyens qu'on donne, déjà, on m'a donné les moyens d'y aller. Mon hôpital considère ce temps comme un temps de mission, donc il le considère sur mon temps de travail. Et puis, on a réussi à obtenir le financement de la DGOS pour y aller. Mais on ne peut pas changer le monde avec juste moi qui opère 5 patients. Donc, nos prochaines étapes, c'est de s'impliquer dans la formation des collègues. Mais quand tu dis est-ce que tout le monde doit aller, dans un monde idéal, ça serait bien que nos étudiants ouvrent les yeux sur ce qui se passe à l'extérieur, qu'ils voient un peu comment se passe la médecine ailleurs. Se renseigner, c'est bien. Avoir l'ouverture d'esprit de se poser des questions. Pas obligatoirement d'aller sur le terrain, c'est pas fait pour tout le monde, je peux comprendre. Parce que parfois aussi, c'est très pénible d'arriver et de se dire mais à quoi je sers en fait. Donc, au moins garder cette ouverture d'esprit et se dire pas tout le monde a la même égalité des chances et comment je peux faire pour avancer, même à mon niveau local, parce qu'il y a beaucoup à faire aussi ici. Ouais, c'est incroyable, hein. C'est une espèce de télescopage de l'histoire en fait, tu vois, du présent quoi. C'est-à-dire qu'ils font la médecine. Après, ça s'améliore quand même peut-être beaucoup en Afrique, quand même. Hein. Après, moi, comme je t'ai dit, j'ai été au Rwanda, un pays qui est relativement mieux loti que les pays autour de lui. Donc, il y a un microscope, j'ai un moteur. J'opère pas avec rien, mais quand même. Parce qu'au Libéria, dans des pays comme ça, où il n'y a pas eu de grands programmes, etc., ça doit être extrêmement... Il n'y a même pas de neurochirurgien, peut-être. Si les autorités locales ne s'impliquent pas, qu'il y a une grande corruption, comme on l'a dit, hein, la médecine n'avance pas. On fait du basique, rien de plus. Et tu vas y retourner ? Prévu, Oui, c'est prévu de retourner à l'automne. Ouais. On n'a pas encore décidé le but de la mission, si on fait de la mission chirurgicale pure, mais ça va être plutôt chirurgicale. Et là, pour le coup, ça va être un peu entre guillemets politique, parce qu'on va aller rencontrer les décideurs locaux. Là, cette fois, j'avais rencontré l'ambassadeur de France au Rwanda. Et la prochaine fois, je pense que le but, c'est d'aller rencontrer le ministre de la Santé, les différents chirurgiens, le directeur du programme de neurochirurgie pour être plus actif de façon utile et globale. D'accord, piloter une mission. Il y a des missions humanitaires, il y a des neurochirurgiens, vraiment des ONG françaises en tout cas, ou européennes qui existent, pas tellement finalement. Moi, quand j'y étais, là, j'étais pas seule. Il y a un autre hôpital qui fait des missions en ophtalmo et en neurochirurgie. Il a d'autres missions dans d'autres hôpitaux. Et moi, là, quand j'y étais, il y avait 2 collègues pneumologues qui étaient allés de leur propre chef parce que ils avaient rencontré deux collègues qui venaient du Rwanda qui avaient fait une année d'internat ici. Donc, ils sont partis ensemble. Ils ont créé une mission avec le ministère de Santé là-bas. Comme je te dis, il y a une volonté locale de créer des choses. Et donc, ils sont en train de développer 3 services de pneumologie dans 3 hôpitaux différents. Et ils soutiennent les collègues qui sont en train de monter les choses là-bas. Et j'ai rencontré, il y avait 2 aussi français, infectiologues, qui étaient aussi là pour créer des missions de soutien, de formation d'infectiologues, parce qu'il n'y a pas d'infectiologues. Donc, Oui, alors, c'est un ami qui était au Sénégal. Il n'y a pas d'anapath en Afrique. Il y a des pays, il y a des endroits où il n'y a pas d'anapath. Qui vont d'un pays à l'autre. Voilà, c'est ça. Oui. Et oui, c'est ça. Il y a des maladies infectieuses. Il n'y a pas de service maladies infectieuses. Ce qui est un peu triste. Et aussi, comme on le disait, cette inégalité de répartition des choses, c'est quand même effrayant. On va parler un petit peu de lifestyle. On va un peu revenir ici. On voyage. Revenons à notre vie quotidienne. Non, mais c'est-à-dire, on voyage à travers le temps. On va à Imhotep, en Égypte, il y a 2000 ans. On va en Afrique, etc. On voyage beaucoup. Moi, je parlais un petit peu du lifestyle de chirurgien, même globalement. Qu'est-ce qui t'a rendu énormément de service ? Qu'est-ce que tu as comme conseil à donner à un jeune chirurgien ou à un chirurgien et qui te... Je ne suis pas vraiment une référence dans les conseils de lifestyle. Quels sont tes tips ? Mais je peux te dire quelques tips, quelques petits conseils, plutôt pour les jeunes
qui m'ont aidé, en fait, que moi j'ai découvert en trial and error avec les années. Tu essaies un truc, ça ne me convient pas, mais je ne suis vraiment pas une référence en lifestyle. Parce que bon, moi, le sport est arrivé tellement tard dans ma vie, il est arrivé l'année dernière. Alors que franchement, si j'avais su que c'était aussi bénéfique pour moi, je l'aurais fait il y a 20 ans. Et ce n'est pas faute de me l'avoir dit, hein, mais bon. Attends, Laurent Castillo, eurodéputé, chef de service d'ORL de Nice, 0 sport avant 40 ans, 11 Ironman. Ça arrive tard dans nos vies. Voilà, ça peut arriver. C'est triste de se dire quand même qu'il y a quelque chose qui peut nous faire autant de bien et qui arrive, moi, à 38 ans, parce que un jour, je me suis mise en tête, allez, je vais essayer. Et puis parfois comme ça. Non, mais j'essaye de réfléchir un peu à différentes tips, si tu veux. Et la première serait d'instaurer des routines. Il y a un livre best-seller de lifestyle qui s'appelle Atomic Habits. En français, ça s'appelle « Un rien peut tout changer ». Je l'ai vu en anglais. C'est des micro-habitudes qu'on va instaurer dans notre vie peuvent faire des grands changements. Et ces micro-habitudes, les grouper dans des routines qui font que quand il y a une routine instaurée, on n'y pense plus. Et ça libère quand même pas mal d'espace mental. Faire tout le temps la même façon de se réveiller, par exemple. Ne pas se réveiller avec son téléphone portable à la main. Je suis la première coupable. Mais franchement, se réveiller avec ce flot d'infos et de lumière anxiogène. Prendre le temps de faire quelques étirements, prendre son café le matin tranquillement avant de plonger dans tout ça. Serait un exemple. Instaurer une routine du matin et du soir. Automatiser, c'est un grand... Ça, c'était avant Atomic Habits, mais c'était quelque chose qui m'a changé la vie. Tout automatiser, ne pas réfléchir. Ça va du robot aspirateur à la maison, qui est vraiment... pour moi, ça me change la vie. Au moins, je ne vais pas réfléchir à ça. Jusqu'à les courses ou l'abonnement de café. Parce qu'au moins, ça, je n'ai pas besoin d'y réfléchir et ça me libère de l'espace mental. Quoi d'autre ? Comment penser à quoi d'autre ? On dit toujours always be ready, so you need to get ready. Ça veut dire que, par exemple, quand tu es étudiant ou que tu es interne, toujours lire tous les jours 10 pages ou lire tous les jours un article pour ne pas arriver à la fin de l'année où tu n'as rien lu. Ou par exemple, je ne sais pas si dans l'internat actuel, il y a un examen annuel, par exemple, ce n'est pas arrivé à la fin de l'année où on va devoir tout lire en 3 jours. Lire un peu tous les jours, au moins préparer les cas qu'on va opérer le lendemain, lire la technique. Ça permet d'être tout le temps prêt, tout le temps à jour, sans devoir un jour par semaine prendre 3 heures et tout faire. Instaurer, je t'ai dit, une date fixe pour aller faire ses courses, pour aller au marché, pour aller, je sais pas, pour les femmes qui ont les cheveux longs, c'est un sujet, hein. Choisir le jour de la semaine ou les jours de la semaine où on se coiffe. Bref, c'est un détail. Et puis, le conseil le plus important qu'on m'a donné au début de mon internat, mettre des bas de contention. Ah ouais. Non, mais ça, c'est... Je ne l'ai pas fait au début parce que je trouvais ça moche. Mais honnêtement, après une journée debout, ça change la vie. Donc, c'est très important. Mais moi, je suis toujours en train de raconter pour les règles diététiques du sommeil, etc. Oui. Et je pense que c'est en lien avec le rythme circadien. On est un rythme en permanence et il faut respecter ce rythme et essayer de manger à heure fixe, coucher à heure fixe. Que conseilles-tu pour les gens pour améliorer leur hygiène de sommeil ? Écoute, prochainement, je vais avoir justement un petit ouvrage sans conseil pour les règles diététiques du sommeil. Mm-hmm. C'est comme tu dis, tout peut être automatisé ou peut être régulé, avoir un protocole. C'est-à-dire effectivement la caféine, la luminosité, le mouvement, la température de la pièce, l'activité nocturne avant de se coucher, la quantité de sport recommandée par l'OMS. Ça peut être aussi, bien sûr, le couvre-feu numérique. Je leur donne un agenda de sommeil où en fait ils vont noter à l'heure où ils se couchent, qu'est-ce qu'ils font. Et vraiment, j'ai 10 pages de questionnaire. Et je veux vraiment savoir tout ce qu'ils font. Et après,
tout ce qui ne va pas, ou en tout cas ce que je pense qui a été un peu publié, qui est un peu dans les bouquins de sommeil, je vais aller petit à petit tout. Mais en fait, c'est la lumière. Quelle quantité de lumière vous avez le soir? Quel volume sonore est votre télé? À quelle heure vous coupez votre télé? 400 mg de caféine par jour. Vous êtes à combien de thé, combien de café? Est-ce que vous fumez? Est-ce que vous fumez en société? Est-ce que vous vapotez? Votre lit, il a quel âge? Quelle consistance? Est-ce que le poids de la couette est suffisant? Ça montrait que quand il y avait une couette lourde... Donc, vraiment, je suis un tortionnaire et j'ai résumé ça dans 100... Mais j'ai pas fini encore de l'écrire. Enfin, de terminer, j'espère que tu me diras ce que tu en penses si je te l'envoie. Et je pense que je suis d'accord avec toi, comme tu dis, c'est vraiment tout automatisé et routinisé. Je ne sais pas si c'est un mot, mais protocolisé. Protocolisé et parfois avoir des jours off où vous sortez du rythme circadien pour vous remettre dedans. Et je parle toujours de régularité, qualité et quantité de sommeil. Et je pense que nous, en tant que médecins, qui faisons des heures à rallonge, parce que je veux dire, quand tu es interne, chef de clinique, jeune assistant, enfin moi, je ne sais pas si tu as déjà compté une fois. Oui. C'est vrai, tu as déjà compté? Ouais. Alors, je n'ai pas voulu le faire. Quand j'étais interne, c'était il y a un été. On était 3 internes dans un des services parisiens. On était 3 en août. Et j'ai travaillé 90 heures. Ouais, c'est ça. C'est absurde. J'ai fait 10 gardes ce mois-là parce qu'on était 3. Et c'est pas un rythme, c'est pas normal. Je devais revenir le lendemain opérer, mais il n'y avait pas le choix. Et oui, je dormais n'importe comment. Après, en médecine, comme tu sais, on dort quand on peut, si on peut. Donc. Ouais, je sais, d'accord, mais je trouve que c'est... Il faut trouver une bonne qualité de sommeil parce que c'est primordial. Et pour l'espérance de vie des médecins, des chirurgiens, c'est vrai que... Alors, on n'est pas les pires, en fait. J'ai vu qu'en termes des autres spécialités médicales, on n'est pas les qui ont l'espérance de vie la plus courte. Hein. C'est qui Alors, les urgentistes, je crois, et les... Là, il va me dire les neurochirurgiens. Non, alors... on meurt d'arrêt cardiaque à 55 ans. Je ne sais pas si je dois... En gros, j'avais vu que les chirurgiens, c'était un petit peu l'espérance de vie supérieure aux anesthésistes et aux urgentistes, mais qu'en sous-groupe... Ne dis pas ça, ils vont penser que c'est nous qui les tuons. C'est vrai, mais c'est pas l'envie qui nous manque des fois. Non, je plaisante. Non, je plaisante. D'ailleurs, après, c'est un anesthésiste. Non, mais effectivement, certaines sous-classes des chirurgiens cardiaques et effectivement, en fait, les chirurgies à garde, il y avait quand même un petit effet. Oui. Justement sur le manque de sommeil, donc sur l'espérance de vie. Alors, est-ce que c'est le stress de la chirurgie ou etc. Bon, c'est un tout. C'est un tout, voilà. Ça. Donc voilà, donc je pense que l'hygiène, le lifestyle du chirurgien doit avant tout être une priorité, quoi. Et personne nous enseigne ça dans nos... Personne. Non, malheureusement, personne ne m'a dit créer des automatismes. Personne ne m'a dit... Quand j'étais interne, personne ne m'a dit de faire des comptes rendus type que j'utilise tout le temps. D'ailleurs, c'est les mêmes que j'utilise depuis que je suis interne. Des comptes rendus opératoires type, des comptes rendus de consultation type, des modèles de consultation dans lesquels je remplis des infos. Après, on le découvre au fur et à mesure et c'est dommage parce que des conseils comme ça, c'est très important. Puis, tu as dit quelque chose qui a beaucoup résonné avec moi dans tes conseils, de se déconnecter. Et c'est un vrai sujet, le minimalisme digital, le digital detox, prendre un peu de temps loin de son téléphone parce qu'on passe toute notre vie connectée. Et je suis la première à être connectée en continu et j'adore ça. Et je ne suis pas du tout une anti-technologie ou autre, mais c'est bien aussi de permettre à son cerveau et ses yeux de se reposer. On sait aujourd'hui qu'on passe tellement de temps sur des écrans proches qu'on ne regarde plus vers le loin, que le taux de myopie explose. Après, 50% de la population, d'ici 25 ans, sera myope. Donc, c'est énorme, parce qu'on passe notre temps ici. Et c'est bien de pouvoir se détacher un peu, même pour quelques heures le soir, ou peut-être une journée par semaine. Moi, personnellement, je ne consulte pas mes mails le soir ni le week-end. C'est ma digital curfew. C'est mon couvre-feu digital, comme tu le dis. Et c'est important pour moi parce que sinon, je ne m'arrête pas. Je sais que j'ai cette tendance à continuer à répondre à mes mails et continuer à rédiger des comptes rendus et des courriers jusqu'à pas d'heure. Et c'est pouvoir se détacher aussi. Alors, tu fais de la chirurgie. Alors, on a parlé effectivement de l'hydrocéphalie, la chirurgie de la base du crâne. Oui. C'était 3 spécialités. Et la chirurgie aussi également de vasculaire. Oui. Et donc, moi, je voulais juste te poser la question, ton flow, quand tu opères un anévrisme à 3h du matin, 4h du matin, oui. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'organises? Quels sont tes tips? Est-ce que tu y vas et c'est limite
comme tu connais vraiment ton sujet et c'est sous-cortical. Oui. Ta question, c'est les chirurgies en urgence ou les chirurgies programmées? C'est pas exactement la même chose. Voilà, c'est ça. Après, je pense comme tous les chirurgiens, j'ai ma collection de TOC qui sont alignés et j'ai mes collections de gris-gris de chirurgiens que je fais tout le temps de la même façon. Je pense que tu as ta collection aussi. On est tous comme ça. On est tous un peu comme ça. Que ça soit à 3 heures du matin ou sur une chirurgie urgente à n'importe quelle heure, je fais toujours la même chose. Certains de mes gestes sont sous cortico tellement ils ont été faits, d'autres sont plus réfléchis, mais surtout ils sont tous se ressemblent beaucoup. En tout cas, tout ce qui est prévisible de la chirurgie, j'ai tellement regardé les chefs quand j'étais interne, puis je me suis entraînée quand j'étais chef de clinique avec eux, avec leur surveillance et puis progressivement seule, pour que je choisisse ce qui me convient parmi leurs gestes et que je choisisse comment faire un flow qui se ressemble toujours. Depuis mon lavage de main jusqu'à mon entrée en salle de bloc, ma checklist que je fais toujours au même moment, parce que il faut pas oublier quelque chose, jusqu'à commencer le bloc avec le bon niveau sonore. Moi, je peux pas opérer avec de la musique. Ça, c'est mon petit... Quand je faisais encore du rachiche, je pouvais, mais les crânes, je suis incapable. J'ai un peu de misophonie, donc je supporte pas les sons rythmiques. Mes pauvres collègues anesthésistes doivent baisser le son du scope quand ils sont avec moi. Merci. Et bon, c'est vital pour moi, mais tu vois. Mais tu vois, j'ai besoin d'un calme, j'ai besoin d'une luminosité pas trop importante. Je leur dis toujours, j'ai pas encore ma cataracte, pas besoin de mettre autant de lumière. Et après, certaines chirurgies sont plus stressantes que d'autres. On peut se retrouver avec une catastrophe en péropératoire. Il faut aussi avoir l'humilité de demander de l'aide quand c'est pas 3 heures du matin, qu'on n'est pas tout seul, même si on a fini notre clinica depuis longtemps, même si on est un chirurgien qui a quand même opéré quelques malades. Il y a toujours quelqu'un qui a soit plus d'expérience, soit juste un regard extérieur. Donc, il faut avoir l'humilité de pouvoir poser ses instruments et se dire, bon, là, comment j'avance? Soit j'ai besoin d'un regard extérieur, ou moi-même prendre un peu de recul pour recontinuer. L'ego, on avait parlé de l'ego du chirurgien, qui est justement le paternalisme, on en parlait des vieux patrons, et que, je pense peut-être notre rôle, un peu de notre génération, mais qui doit vraiment quand même... on doit réussir à trouver cet équilibre, à le modifier, à l'avoir de temps en temps, pas l'avoir. Après, notre ego, il fait aussi une grande partie de notre capacité décisionnelle. C'est vrai. Et puis nos actions, quand même, aller opérer quelqu'un, c'est d'une violence extrême. Inciser, opérer, si on ne se détache pas, c'est impossible. Mais aussi pouvoir moduler son ego. Ça, je pense que notre génération est celle qui doit être la génération charnière dans cette modulation. Moi, j'ai encore quelques petites questions, si tu as encore quelques minutes à m'accorder. Oui. Du coup, pour toi, on a fait ta définition, la santé, ta définition personnelle. On connaît tous la définition classique. Ma définition de la santé, comme je le dis toujours à mes patients, c'est un tout. Ce n'est pas que notre corps, ce n'est pas notre esprit, ce n'est pas pour ceux qui ont des croyances particulières, notre spiritualité, ce n'est pas notre psychologie seule, c'est un tout. Et il faut savoir moduler et composer avec le tout et ne pas choisir quelque chose aux dépens de l'autre ou juste privilégier quelque chose. C'est sûr qu'il y a des moments où on est obligé de privilégier une de nos santé, mais une santé, c'est une santé globale, physique, psychique, spirituelle, financière et tout ce que tu veux. Et je pense qu'avoir un peu de recul et réfléchir par rapport à ce qui nous fait du bien et ce qui fait cette définition un peu globale, comment en prendre soin de tous les axes. Une porosité, en fait, entre toutes ces dimensions dynamiques. On le sait, une grande influence du psyché sur le corps, une grande influence de la spiritualité sur nos émotions, les émotions et notre tension artérielle, par exemple. Bref, c'est un tout. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Samia, pour la suite ? Trouver un équilibre entre
mes différentes, mes différentes visions, mes différentes personnalités médicales. Okay. Parce que je suis quelqu'un d'éclectique qui voit la médecine comme quelque chose de global, comme on le disait, la santé. Hein. Mais ma médecine aussi, c'est une médecine multiple, dans laquelle il y a du médical, du paramédical, ce que j'aime appeler le périmédical, la représentation des femmes, participer au cercle des femmes de mon hôpital, participer à des podcasts avec toi, mais aussi la représentation, parce que je travaille avec une ONG qui s'appelle Inspiring Girls. On va rencontrer des jeunes élèves entre 6 et 9 ans pour qu'elles aient rencontré des rôles modèles une fois dans leur vie, qui font des métiers un peu éclectiques, mais qui soient des femmes, parce que moi, je n'avais jamais rencontré de chirurgienne. Bref, toutes ces visions, qu'elles arrivent à un équilibre, je pense que ça, c'est le mieux que tu peux me souhaiter. Et le rêve, alors, le rêve, Dreamcast, alors, il est un peu conducteur, c'est un peu les rêves. Donc, on a parlé du sommeil, je suis content. Un peu nos rêves qu'on peut avoir. Quelles sont ta définition du mot rêve et quels sont tes rêves? Waouh, ok. Je sais que tu avais triché, tu me l'avais dit, mais je t'ai dit, mon subconscient n'allait rien faire. Après, voilà, tu peux... on peut la laisser en suspens. Hein. Tu sais, on ne va pas parler psychologie, mais je pense que mes études de médecine ont fait que pendant 20 ans, je me suis souvenue d'aucun de mes rêves. Ah oui? Je me réveillais, et c'est comme si le soir, je m'étais couchée, je me suis réveillée. Il ne s'est rien passé entre-temps. Et ça me fascinait, les gens qui rêvaient la nuit. Donc il y a la définition du mot rêve et de se souvenir des constructions mentales qu'on fait la nuit, qui sont souvent des constructions de souvenirs qu'on va aligner de façon particulière. Mais il y a aussi les rêves dans le sens de mes ambitions et de ce que j'aimerais faire au futur. C'est ça, exactement. Mais c'était ça, ça ta question. C'est une double question, bien sûr. Après, ma vie, les 6 dernières années, mes rêves et ce que je voulais faire ont tellement changé. Moi, quand j'étais venue en France en 2015, mon but, c'était de finir mes études, de faire mon clinica et de rentrer au Liban. Et puis, le monde a changé, je suis restée, donc mes rêves ont changé. L'année dernière a été une année un peu difficile pour moi sur le plan personnel. Mon conjoint a eu une maladie grave et on s'en sort tout juste. Donc, je pense que pour le moment, on ne s'est pas encore projeté plus loin que d'arriver à cette stabilité dans notre vie familiale, mais aussi dans la vie professionnelle. Et on se projettera quand on aura digéré cette période. Mais j'aimerais beaucoup, en tout cas, continuer à discuter avec des gens comme toi autour de plein de sujets. Et pour le moment, mes actions actuelles, je pense qu'elles me suffisent pour le court terme. Le long terme, comme il a changé tellement les quelques dernières années, je ne saurais pas te dire. Toi, tu le sais. Est-ce que quand on te pose la question de où tu es dans 2 ans, dans 5 ans et 10 ans, tu peux répondre? Non. Enfin, c'est toujours difficile de... Je me voyais pas faire des podcasts il y a 6 mois et je voulais ouvrir un théâtre et finalement j'ouvre... Tu te lances dans des podcasts. Dans des podcasts, donc tu vois, et ça me remplit de bonheur. Et donc, non, en fait, c'est... Mais le tout, c'est de faire, je pense. Comme tu dis. Le tout, c'est de faire, d'être dans l'action. Voilà, exactement. J'ai toujours dit à mes étudiants, un objet en mouvement reste en mouvement. C'est les principes des physiques. Hein. De la vie, je pense aussi. Un objet reste en mouvement et un objet inerte, il faut le pousser. Donc, voilà. Ouais, ce sera le mot de la fin. Bah, écoute, merci beaucoup, Samia. Merci, Julien. Et puis, écoute, je te souhaite un bon spectacle. Merci. Je crois que tu vas au théâtre. Oui, c'est ça. Lucchini. Et donc, je te raconterai la prochaine fois, alors. Avec plaisir. Merci.